Et nous allons tout de suite enchaîner avec l'allocution d'ouverture pour évoquer l'évolution des politiques publiques de l'aide à la protection. J'invite le président de France Victimes 58, Andavi, également vice-président de Victimes Support Europe, vice-président et porte-parole de la Fédération France Victimes, apparemment le bouillonnant Jérôme Moreau. Bonjour à toutes et à tous. Ouvrir donc ces assises de l'aide aux victimes consacrées au thème de l'aide à la protection m'a conduit à appréhender en définitive le fort bouleversement idéologique, sociologique, philosophique ou sociétal que notre nation a dû opérer en peu de temps afin de promouvoir un véritable corpus juridique et politique étayé et idoine aux enjeux de protection des personnes. Se poser la question de cette évolution en France revient en réalité à se confronter à la redoutable ambition qu'un pays veut délivrer à l'égard des personnes touchées par une infraction pénale. C'est aussi examiner le nécessaire accompagnement des victimes que l'État doit désormais garantir en vertu d'un principe cardinal et simple et de non-retour. Le droit des victimes est désormais fondamentalisé. Elles ne peuvent plus rester seules face à leur infraction. L'évolution des politiques publiques à leur égard doit donc aussi conduire nos réflexions en observant d'une part les aspirations sociétales et celles de l'opinion publique qui cristallisent, n'en doutons pas, aujourd'hui l'un des piliers majeurs des inflexions et des choix politiques, et d'autre part les inclinations légales et législatives qui vont permettre aux victimes de pouvoir constater l'émancipation de leurs droits et de leur prise en charge dans une vision éthique et principielle objective. Il est en revanche incontestable que le mouvement de l'aide aux victimes, s'il est fortement déployé aujourd'hui, tient son histoire et son existence uniquement par le truchement des forces vives associatives, chevillées au corps par l'esprit d'égalité et de solidarité nationale. Lorsqu'on étudie enfin l'évolution des politiques publiques de l'aide aux victimes, il est frappant de constater son extrême retard par rapport aux autres domaines d'aide, d'accompagnement et de protection des personnes fragilisées. Alors pourquoi? Et c'est peut-être ce qui est le plus compliqué à résoudre aujourd'hui, mais ce que l'on constate, c'est d'une part, à la différence de l'aide aux victimes, les autres secteurs d'activité d'aide, d'accompagnement et de protection sont ancrés depuis de longue date dans le secteur social, médico-social et sanitaire. D'autre part, l'aide aux victimes est marquée par son caractère spécifique, jamais démenti jusqu'à présent, par rapport aux autres secteurs de l'accompagnement des personnes confrontées à la nécessité d'être accompagnées. C'est ainsi que, par exemple, le secteur de la protection de l'enfance a, depuis l'avènement du Code civil en 1807, fait l'objet de dispositions particulières et a réussi à se forger un véritable viatique idéologique et politique, initialement et historiquement armé sur les établissements liés à l'accueil des orphelins et des enfants touchés par la maladie. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale et le préambule de la Constitution de 1946, l'apparition des établissements sociaux et médico-sociaux est acquise. Ont été construites et publiées auparavant les ordonnances de 1945 relatives à l'enfance. Les lois de 1982, in fine, font des conseils départementaux une véritable chefferie de file de protection de l'enfance. Cette structuration est à mettre en parallèle avec le secteur du handicap qui s'est développé dès 1933 par la création de l'Association des paralysés de France. 1949, les premières lois de compensation du handicap sont inventées. 1964 et 1967 signent l'émergence des premiers rapports qui aboutiront à la grande loi de 1975 relative à la création de l'allocation à l'adulte handicapé, aux commissions départementales d'éducation spécialisée pour les enfants et aux orientations des personnes adultes. De même, la protection des personnes âgées est rendue possible par le rapport de M. Pierre Larocque sur les personnes âgées et l'allongement de la vie de 1962, la loi du 30 juin 1975 relative au secteur social et médico-social pose quant à elle l'acte fondateur de l'aide à la protection des personnes âgées. Cet état des lieux est aussi commun avec d'autres personnes touchées par la précarité, celles frappées par les problématiques psychiatriques qui ont pu voir émerger
des axes d'action et de protection très tôt dans l'histoire des politiques publiques. Et désormais, tous ces secteurs sont désormais fortement financés par des lois de financement de la sécurité sociale qui sont extrêmement importantes. Chemin faisant, force est de constater que les victimes sont restées les grandes oubliées, selon les mots de Benoît Garneau, professeur à l'Université de Bourgogne, et l'impulsion d'un mouvement en faveur de leur reconnaissance est tardive. Alors il faut comprendre pourquoi aucune politique publique à ces époques successives n'a été déployée à leur direction. Pourquoi le code pénal n'avalise la notion de vulnérabilité que très tardivement, en 1994, lors de la publication du nouveau code pénal, laissant ainsi le soin à la société qui refuse d'ailleurs de prendre cette compétence, le soin de régler les besoins de protection et d'aide à leur égard, sans doute en étant recours de nos concitoyens, mais surtout laissant les victimes seules face à elles-mêmes et à leur hauteur. Pour comprendre ce péché originel et cette absence de considération, il faut partir, in fine, dans 3 directions qui permettront de comprendre ce tressaillement en France. Premièrement, la notion de victime est une notion profondément attachée à la sphère judiciaire, qui n'a jamais voulu partager la capacité extraordinaire qu'elle possède de la qualifier et d'y porter reconnaissance. Or, le procès pénal n'a jamais été conçu autour des victimes, peut-être des plaignants, quoique sans doute des parties civiles, par le biais de l'article 1382 devenu l'article 1147 du Code civil, mais jamais des victimes. Denis Salas, dans l'ouvrage Juste victime dans le procès pénal, note que, très tôt, le procès s'organise comme un théâtre clos. S'y joue une scène qui oppose la loi et le criminel. Chacun connaît son rôle, chacun sait où il va selon un rituel triangulaire, mis en place dès le XIIIe siècle et qui ne le quittera jamais, même encore aujourd'hui, accusé, société et juge. Le besoin de protection de la vie privée de la victime est également acté. La nécessité d'un droit inaltérable à l'information claire et à la traduction des procédures, afin que les personnes participent directement à la procédure pénale, est envisagée. Le droit à la participation est érigé comme le bras armé de cette directive. Et enfin, il y a la concertation des services d'aide et de soutien. Transposée par la loi du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne, ce texte de droit dérivé vient achever temporairement l'évolution textuelle marquante de l'aide à la protection. Cette directive avalise le fait que désormais, des normes supérieures à la loi, en vertu de l'article 55 de la Constitution, viennent fonder une nouvelle vague de droits pour les victimes. Au regard de la puissance des droits reconnus, de leur valeur juridique et des obligations générées vis-à-vis des États membres, il est logique de considérer que l'on est passé d'une logique de droit processuel simple à de véritables droits fondamentaux à la disposition des victimes. Cette fondamentalisation du droit est aussi visible dans la même veine par le Conseil constitutionnel qui, dans la décision du 21 juillet 2017, a reconnu le lien entre victimes, partie civile, indemnisation au procès pénal. Deuxième point, une nouvelle figure montante de la victime. Si les textes, bien évidemment, sont importants et fondamentaux, une autre évolution a permis ce passage de l'aide à la protection. La montée en puissance d'une véritable figure rémanente de la victime. Force est de remarquer que depuis plusieurs années, la notion de partie lésée ou partie civile a laissé place à la notion de victime, déplaçant ainsi le centre de gravité où se joue l'accompagnement et la reconstruction des victimes. Initialement, le procès catalysait et actait le statut de victime, puisque la vérité issue des décisions de justice était pratiquement infaillible. Je parle sous le contrôle de magistrats. Or, aujourd'hui, rien de tel, sous le jeu d'une double action. D'une part, la perte de confiance de nombre de nos concitoyens dans les institutions publiques et par voie de conséquence de la justice, qui n'échappe pas aux critiques acerbes, mais souvent justifiées d'une partie de l'opinion publique. La victime trouve une nouvelle marque de reconnaissance ailleurs que dans l'issue d'un procès. D'autre part, désormais, aucune action procédurale n'est requise pour l'aider. Aucune borne temporelle n'est exigée. Que la victime ait souhaité ou pas se constituer partie civile, elle pourra bénéficier d'un accompagnement ou d'une protection de la part d'une association, avec, en parallèle, la montée en puissance des associations de victimes dans tous les domaines possibles.
L'accès universel au service de l'aide aux victimes, tel que voulu par la directive de 2012, les dernières circulaires du ministère de la Justice, la philosophie de l'aide aux victimes dont France Victime pose régulièrement les jalons, avalise ce trait. La situation de la victime est donc envisagée en amont de l'action publique. Pendant l'action publique, en aval, c'est-à-dire après son extinction, l'accompagnement et la protection peuvent se réaliser en dehors de toute procédure pénale, voire même se développer en marge des procès stricto sensu. Si le procès pénal reste, pour beaucoup d'entre elles, le cœur réacteur en matière de reconnaissance juridique, les nouveaux droits ouverts depuis quelques années ont pour objectif d'accompagner, de soutenir et de protéger ailleurs. Pourquoi un tel dessein? Tout simplement parce que face à la violation des droits individuels, monte en puissance une nouvelle conception de la victime, celle qui a souffert tant sur le plan physique que psychologique. Et c'est moins le préjudice que l'on accompagne, mais la souffrance. Car comme l'écrivait Paul Ricoeur, derrière la clameur des victimes se trouve une souffrance. C'est cette souffrance qui emporte des conséquences sur les méthodes et les dispositifs d'intervention nouveaux. Dès lors, la vision contemporaine et moderne de la victime serait en profonde évolution et justifierait non moins de l'aide, mais une protection, quelle que soit cette protection, physique, psychologique, sociale, justifiant dès lors le socle minimum d'intervention des associations de victimes. Cette nouvelle figure de la victime s'enracine collectivement dans la souffrance et le traumatisme, et on passerait, comme l'écrit Madame Geneviève Budicelli-Delage, professeure à la Sorbonne, de l'infraction à la loi à l'effraction intime. La souffrance personnelle faisant irruption dans les politiques publiques, insoutenable pour les uns, inqualifiable pour les autres, effroyable pour les derniers, mais qui doit toujours être prise en charge, quel que soit l'événement à l'origine de la souffrance. Et ce faisant, l'accompagnement s'est bien déplacé en dehors du champ processuel, et ce, par les associations elles-mêmes, et j'y prends 3 exemples. Lors des attentats de Paris et Nice, respectivement en 2015 et 2016, toute personne touchée par la souffrance intime a été accompagnée par les associations. Montant le chiffre des accompagnements à plus de 7000 personnes sur le territoire, que les victimes soient ou non inscrites sur l'ancienne liste unique, que les victimes soient ou non directes ou indirectes, indemnisables ou non par les fonds de garantie. On les a toutes accompagnées. Les décrets successifs relatifs aux comités locaux d'aide aux victimes, dont celui du 25 avril 2017 en constitue la dernière pierre, ont avalisé une extension considérable de la notion de victime, allant jusqu'aux problématiques d'événements climatiques. Toutefois, il faut reconnaître cette extension de compétences comme devenant l'une des composantes nouvelles de l'aide aux victimes, si bien que les mutations en cours obligent à repenser les accompagnements, aussi bien sur la forme, urgence astreinte, comme l'a rappelé le garde des Sceaux, que sur le fond, événements climatiques, suicides, morts violentes, événements traumatisants, accidents médicaux en série, autant d'exemples qui pourraient venir tarir le débat sur le lien victime et infraction, compétence du ministère unique de la Justice. Il est aujourd'hui invariablement, enfin, en troisièmement, et unanimement admis que les victimes peuvent et doivent être accompagnées, protégées, indépendamment du temps d'un éventuel procès, victimes de faits prescrits, victimes d'auteurs décédés avant l'audience, victimes d'auteurs inconnus, toutes peuvent faire l'objet d'un accompagnement et d'une protection, dont celles de cybercriminalité qui seront sans nul doute l'objet de futures attentions et de dispositifs de protection que les progrès technologiques permettront, en dehors de toute possibilité de poursuite des auteurs, puisque sur ce domaine les choses sont assez claires, le criminel est souvent loin, mais le crime est proche. L'irruption de cette nouvelle figure de la victime redéfinirait donc les attentes et les besoins, décroche une partie de l'agrément de la seule sphère du ministère de la Justice et engendre une vision interministérielle, mais plus encore, elle est génératrice de nouvelles obligations et de nouveaux modes d'accompagnement et de protection. Non seulement, lorsque cela est possible, il faut punir l'auteur et le condamner à réparer sa faute, mais plus encore, il est impératif de restaurer la personne dans son intégrité et dans son identité, puisqu'elle a été touchée dans son intimité. L'effraction intime a donc bien définitivement supplanté l'infraction pénale. Pour ce faire, et comme ultime preuve de ce changement, la justice restaurative a été consacrée par la loi du 15 août 2014, et dont le terrain des mesures possibles ne cesse d'augmenter,
en ne se cantonnant plus à la seule sphère processuelle passée ou future. Alors, il faut protéger les victimes. C'est l'ambition ultime de ces politiques publiques, qui serait de protéger les victimes auprès d'un effort considérable de la société et d'une politique visant une nouvelle fois à ériger un nouveau droit fondamental en faveur des victimes. Le droit à la sécurité, constitutionnellement garanti à l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, pose bien un droit pour éviter les infractions et par voie de conséquence les victimes d'infractions pénales. Aborder la question de la protection s'envisage sans doute immédiatement sous l'angle judiciaire. Mesures d'éloignement, mise en détention de l'auteur, interdiction d'entrer en contact, service d'insertion et de probation qui veille aux obligations, fichier des infracteurs sexuels, interdiction de porter d'une arme à feu et bien d'autres possibilités offertes aux magistrats. Toutefois, l'arsenal législatif, malgré l'imposant code pénal, semble insuffisant, désarmant les juges, puisque si protéger les victimes semble aller de soi, les chiffres de récidive, de décès suite à violence et de mort suite à harcèlement émaillent trop souvent l'actualité. On laisserait donc à croire que rien ne peut empêcher le cours inéluctable des choses. Nombre de victimes seraient encore non protégées. Partant du constat que les infractions à l'égard des personnes deviennent sociétalement intolérables, différents dispositifs ont été imaginés et ils seront l'objet de communications durant ces 2 journées. Toutefois, ce que l'on constate, premièrement, c'est une vision préjudiciaire des dispositifs de protection, comme si la protection relevait uniquement du ministère de la Justice, enlevé de moyens venant à titre principal d'ailleurs d'Espagne. Deuxièmement, une spécialisation de la protection envers les femmes victimes de violences conjugales fait aujourd'hui l'objet d'un mouvement qui génère beaucoup de travail, d'écoute, d'analyse et d'anticipation de l'infraction possible. Or, la protection des victimes doit se concevoir de manière universelle. Enfants, femmes, hommes, personnes âgées, personnes en situation de handicap, victimes de discrimination, de harcèlement, d'insultes ou d'actes terroristes, toutes les victimes doivent pouvoir bénéficier d'un même droit fondamental à la protection. Et les travaux de la SIAZ et ceux de la CIVIS sont à cet égard éclairants. Et le trait nouveau de ces 5 dernières années, c'est bel et bien de protéger les personnes contre la commission de l'infraction, avant la commission de l'infraction, comme si la nouvelle future mission de l'aide aux victimes serait également d'éviter par tout moyen une nouvelle infraction, un nouvel événement traumatique. Si ce destin peut se révéler bien utopique, il est sans doute le seul qu'il nous faut emprunter, sauf à faire preuve de résignation et d'application de l'ambition en direction des victimes. Pour conclure, encore 2 minutes, on voit que les politiques publiques et juridiques ont fortement évolué ces dernières années pour passer de l'aide à la protection. Une nouvelle étape sera sans nul doute amenée à se construire. De la protection à la prévention, mais ça sera sans doute un autre symposium dans quelques années. Cet enjeu est en réalité un défi posé à la République. L'aide aux victimes constitue l'un des mouvements qui, en silence, permet aux victimes de retrouver leur liberté, finalité ultime de notre action. Plus qu'un devoir, pour nous, ce combat vers leur liberté est une exigence qui doit contribuer à se débarrasser des chaînes entravant les traumatismes subis et à restaurer la dignité des victimes. L'aide aux victimes constitue également l'un des mouvements qui, à bas bruit, contribue à restaurer l'égalité. C'est pour l'égalité entre les hommes et les femmes que nous nous battons, c'est pour l'égalité d'accès au droit que nous nous battons, c'est pour l'égalité devant la loi que nous nous battons, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. L'aide aux victimes constitue aussi l'un des mouvements qui, lentement mais sûrement, pose les pierres d'une nouvelle solidarité nationale au nom du principe de fraternité, afin que soit reconnue au niveau constitutionnel la protection de la nation aux personnes touchées par une infraction ou un événement traumatique. Oui, in fine, liberté, égalité, fraternité, c'est bien le cœur névralgique des associations combattantes et combatives de l'égalité en France. Merci.